Bonjour tout le monde. Dans le cadre des mercredis économiques de Stormont Dundas Glengarry, bienvenue à cette entrevue inspirante avec un entrepreneur que plusieurs connaissent. Je suis tel côté entrepreneur et experte en développement économique à l'ACFO SDG. L'ACFO SDG est un organisme rassembleur de Stormont Dundas Glengarry qui offre des services communautaires, culturels, récréatifs et économiques novateurs au sein d'une communauté fière et diversifiée. Et tout récemment, avec ACC à venir, on créait un fonds de microcrédit pour les entrepreneurs francophones, en plus de gérer le programme Bonjour Welcome et plusieurs autres initiatives. Avant de débuter cette entrevue-là, nous voulons reconnaître que nous sommes sur un territoire ancestral Mohawk et vu que nous sommes en virtuel, nous nous rendons hommage à tous les peuples autochtones à travers le Canada. Niawen. Bonjour André, quel plaisir de te retrouver. C'est comme des retrouvailles. Un petit Dans le peu. Ben oui, un petit peu. Dans le cadre des mercredis économiques de Stormont Dundas Glengarry, on fait des entrevues inspirantes avec des entrepreneurs, des investisseurs, des leaders dans la communauté, que ce soit économique, culturel et tout ça. Mais pour moi, c'était bien important de te retrouver. Tu es quelqu'un qui a laissé ta marque puis qui est toujours très, très présent et actif dans la région de différentes façons. Euh, Puis, merci d'avoir accepté de faire l'entrevue. Puis, si tu me permets, je vais présenter brièvement ta bio parce qu'il y en a qui te connaissent super bien, puis il y en a d'autres qui te connaissent de nom, puis ils ne savent pas toute la trajectoire que tu as fait. Puis même là, je ne dirai pas tout parce que c'est ça l'idée d'une entrevue, c'est d'avoir une jasette entre les deux, puis de le faire de façon amicale, puis d'amener les gens à te découvrir. Donc, ça te va? On part? Ça Donc, va, on part. donc André Laflèche, entrepreneur aguerri, visionnaire. Visionnaire, pas juste reconnu par un tel côté, mais visionnaire reconnu dans la francophonie, mais aussi dans l'ensemble du milieu économique, dans l'espace économique de l'Ontario et aussi du Canada. Il a terminé ses études à la 11e année en 1964. C'est alors lancé sur le marché du travail. Il fut un employé modèle tant à la fromagerie Castleman, parce qu'il y en avait une dans ce temps-là, qu'à la fromagerie coopérative de Saint-Albert. Il s'est même exilé de la région. Il s'est rendu à Sudbury, puis il a même été mineur dans sa vie. Il a réalisé des petits et des très grands projets, mais chacun a eu de l'impact à sa manière. Dans les années 70, il a été superviseur. Il a travaillé sur l'autoroute 417, plusieurs autres projets d'infrastructure, dont LG2 et la Kaniapiscou à Bay James. Dès la fin de la décennie, l'entrepreneuriat le passionnait. Il voulait entreprendre. Donc, de 79 à 86, il a fondé et géré l'entreprise All Paving. 86, il a fondé les Sols Calco Inc. 97, La Flèche Environnementale Inc. 2004, Moose Creek Tire Recycling. Et finalement, en 2006, LLSR. Tes modèles comme entrepreneur, André. Dès que j'ai eu le privilège de m'asseoir avec toi pour écrire quelques lignes sur ton histoire, puis on participait tous les deux à une conférence agricole, je t'avoue que j'ai gardé toutes ces notes-là, puis je ne vais jamais les détruire parce que honnêtement, tu es une personne qui m'a beaucoup inspirée. Puis, tu n'as pas juste inspiré tel côté, tu en inspires à tous les jours plein de monde. Puis, tu as même inspiré le Rédé Ontario, le Rédé Canada qui t'ont remis un prix à un moment donné comme l'entreprise spécialisée. Puis, les jeunes de Castleman, parce que tu es originaire de là, t'ont accueilli au Temple de la Renommée. Donc, André, je sais que, puis j'ai fait volontairement ça, j'ai laissé tomber des bouts parce que je préfère, tu es un conteur né, et quand tu racontes ta trajectoire à toi, ta trajectoire de vie, ta trajectoire professionnelle, c'est vraiment inspirant. Et peux-tu nous parler de cette trajectoire-là qui t'a mené à éventuellement te lancer en affaires? Puis, tu as toujours dit que tu voulais amener une valeur ajoutée à l'économie de l'Est de l'Ontario, donc peut-être aussi aller là. Donc, ta trajectoire, les moments marquants, les choses que tu te rappelles des fois avec un sourire ou en graissant des dents, parce que moi, je sais que tu m'en as raconté des affaires, puis peut-être aussi, c'est quoi la valeur que tu as amenée dans l'Est de l'Ontario? La valeur que j'ai emmenée dans l'Est de l'Ontario, sais-tu, ça ne m'est jamais venu à l'idée de ça. J'ai grandi très pauvre dans le village de Castleman. Si on voulait des sous dans ce temps-là, il fallait les gagner. Nos parents n'en avaient pas. Je partais après l'école. Ben, à 12 ans, par exemple, parmi les terres que j'appartiens dans la région de Moose Creek, qu'à 12 ans, je ramassais de la mauvaise herbe et un rang d'oignons pour 45 cents de l'heure durant les vacances d'été. OK?
Aujourd'hui, on a passé des règlements, tu ne peux pas faire travailler les enfants en bas de 16 ans. Je pense qu'on est en train de réduire notre société. Notre société, elle est tellement gâtée, nos jeunes sont tellement gâtés, les parents se tiennent tellement derrière eux autres que ça va faire des enfants faibles. Le futur est à ceux qui vont persévérer, puis à ceux qui ont eu de la misère, puis à ceux qui ont appris. C'est que je crois que les immigrants qui s'en viennent au Canada ont un très bel avenir ici parce qu'ils ont du cœur au ventre. On en a dans une de nos entreprises qui viennent des Philippines. Ce sont des modèles à regarder aller, à regarder travailler. Ces gens-là ont connu la misère, ils savent c'est quoi. Ils s'en viennent ici, puis ils veulent avoir une meilleure vie pour ceux qui vont suivre. Puis nous autres, nos enfants sont gâtés pourris, puis ils ont tout rôti dans le bec. Ça fait que ça va être, qu'est-ce que ça va avoir l'air dans quelques générations. C'est une question que je me pose, ça. Parce que je crois que les choses, ça prend des moments difficiles, c'est ce qui nous bâtit. Quand c'est trop facile, on prend trop pour acquis, puis on devient malheureux. Puis je sais que dans ta trajectoire, André, tu as eu des embûches, tu as eu des gens bêtes, puis tu as eu aussi des opportunités. Peux-tu nous en raconter certaines de ces époques-là? Écoute, les gens bêtes, j'aime mieux pas en parler. OK. Parce que ça viserait peut-être des personnes, puis je ne veux pas viser personne. Ça n'a pas été facile. Ça a été difficile. Premièrement, c'est qu'on ne pense pas tous pareil. Moi, j'avais une vision, j'avais des idées, puis ce n'est pas tout le monde qui les partageait. C'est bien correct, là, parce que souvent, lorsque je frappais des murs, il fallait les contourner, puis en les contournant, j'apprenais que c'est peut-être mieux comme ça, parce que j'ai découvert des choses que je n'avais pas prévues. J'avais un bon banquier dans le temps, je vais le nommer Philippe Gélineau. Philippe était avec la Banque Royale. J'allais voir, j'avais des idées, moi, avec ma 11e année, des plans d'affaires, puis des chiffres, tout ça. Moi, ça n'a jamais été moi, ça. C'est que j'allais voir Phil, puis je m'assisais dans son bureau, puis j'expliquais ce que je voulais faire. Phil m'écoutait, puis il me posait des questions intelligentes. Il était intéressé dans mon projet, puis tout ça. Puis il me posait des bonnes questions. Puis des fois, je n'avais pas de réponse. Puis, dans le fond de moi, je le remerciais parce que je n'avais besoin de ces réponses-là. Parce que moi, je n'allais pas emprunter pour le fun d'emprunter. Je voulais réussir, puis je voulais le remettre. Okay? Fait que je retournais faire mes devoirs, puis je revenais, puis Phil, il m'appuyait. Tout d'un coup, les banques ont changé leur modèle. C'était rendu des directeurs de compte puis tu allais plus t'asseoir avec le gérant, tu allais t'asseoir avec ton directeur de compte. Puis là, tu lui racontais ton projet, puis tu ressentais que son idée, lui, était mille plus loin. Là. Puis tu écoutais, mais sans écouter. Puis quand tu avais fini, sa question, c'était « Qu'est-ce que tu as comme sécurité? » Ça, là, c'était déprimant. Moi, je n'aimais pas ça du tout, du tout. Même qu'une fois, un certain conseiller, sans le nommer, m'a dit « André, il dit, toi, tu vas toujours passer, tu es un survivant. Mais dis-nous, la banque, on ne cherche pas des survivants, mais des thrivers. » Tu n'avez pas de comprendre, c'est le mot anglais. Oui. Le meilleur mot en français. J'ai son nom en tête, je ne le donnerai pas. J'espère que là, tu passeras ça, qu'il va se reconnaître. On va le souhaiter. Je pense que mon fonds de pension est meilleur que le sien. En tout cas, peut-être. Mais c'est juste pour dire, tu sais, nous sommes tous des êtres humains, puis eux aussi. Ça fait quand des banquiers vous diront non, découragez-vous pas, vous allez en trouver un qui va finir par comprendre, j'espère. Puis j'en ai eu un autre à un moment donné. J'avais besoin de fonds pour un projet. Là, puis je passe le voir. Puis, hey, il dit André, on a un nouveau programme. Et puis il dit tout ce que je fais, je rentre toutes les données sur le client. Et puis le programme évalue le risque à ma place. Puis il me donne la réponse. Et je le regarde, j'ai dit tu es en train de me dire que tu veux monter tes métaux d'intérêt? Et bien, il dit c'est ça. Ah oui, OK. Le lendemain, je t'ai changé de banque. Là, très belle relation avec mon autre banque. Puis, puis ce gérant-là, j'ai fini par changer mon nez parce qu'il ne pouvait plus me suivre. Mais par contre, j'ai eu une très belle relation. Puis, je vais dire son nom parce que je l'ai toujours dans mon cœur de bonne façon. C'est Camille. Je ne dirai pas son nom de famille. Mais c'était à la Banque nationale, puis j'ai eu une très belle relation. Là. Ça, c'était pour quelle entreprise, André, que tu avais approché Camille? Ça, c'était lorsque les Sols Calco ont voulu faire de l'assachage. Nous avions un contrat avec la compagnie New Grow
Puis New Grow nous est arrivé, puis ils nous ont fait une proposition pour en sacher pour eux. Ils fournissaient les équipements, puis tout ça. Nous, ça faisait une belle vente de terre. Ça fait que, mais on a signé 3 années de suite des contrats d'1 an. C'est ça qui est d'accord, il faut apprendre à se connaître. On va signer un contrat d'1 an, puis si ça va bien, l'année d'ensuite, on signera. Puis au bout de 3 ans, on signera 10 ans. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qui est arrivé. C'est quand j'ai passé voir Camille, j'avais des dépenses à faire. Je passe voir Camille, et puis il me dit, ça devrait marcher. André il dit, ça va bien, tout ça. Mais lui, il fallait qu'il aille voir un supérieur. Il me revient 2 semaines plus tard. Il dit, André, il dit, mon supérieur a dit, non, quoi? Ça n'a pas d'allure. C'est à cause du contrat d'1 an. Qu'est-ce qui arrive au bout d'1 an, tu sais? C'est ça qui arrive. Avec, j'ai dit, écoute, ça ne peut pas rester même. Il a dit, je vais rassayer, je vais retourner. C'est qu'il retourne, mais pendant ce temps-là, moi, je passe voir comme Percy Racine à Castleman, qui était à Home Hardware. Ça. Oui, oui. J'y compte mon histoire, mais j'ai dit, moi, il faut que j'aille de l'avant. J'ai besoin de produits, mais ça, c'est après un peu. Camille m'est revenu, ils ont dit oui, condition à ce que tu nous donnes un état financier révisé. Ça fait que moi, j'ai dit, écoute, on est en novembre, la fin d'année, c'est en janvier. Tant qu'à faire un état financier, on le fera en janvier. Bien, tu viendras nous voir à ce moment-là. Fait que c'est là que je suis passé voir Percy, puis tout ça. Puis j'ai dit qu'il y en était, puis je vais pouvoir te payer au mois de mars. Il dit, je te connais, André, pas de problème. Il dit, c'est pas ça, c'est important d'être transparent et d'être honnête avec les gens avec qui on fait affaire, puis avec soi-même en premier lieu, il faut être honnête. Ça paye toujours plus. Et puis, ils m'ont fait confiance. Il y a d'autres gens d'affaires qui m'ont fait confiance aussi. Puis, je vais être de l'avant avec mon projet, puis tout ça. Puis, le mois de mars, je vais reculer un petit peu en arrière. L'été d'avant, Oui. J'avais une excavatrice qui faisait de l'ouvrage pour le township de Roxborough à ce temps-là, ce qui est devenu North Stormont. Maintenant, c'est Roxborough. Il y avait un Carl McMahon qui était il était gentleman farmer. Il avait une ferme dans la 8e concession de Moose Creek. Et puis, il était gérant pour la Banque de Montréal pour Finch, Morrisburg, Chesterville, et puis je crois que c'était Ingleside aussi, dans ces coins-là. Winchester, c'est-à-dire. Et puis, je fais de l'ouvrage-là avec mon excavatrice, et puis on est en train de nettoyer le drain municipal. Puis je vais voir mon opérateur de pelle, c'est un samedi, puis lui, il est là, il est chez lui, ça s'en vient faire un tour dans le champ, puis il vient me jaser. Puis le drain municipal faisait comme un zigzag à travers sa ferme, puis c'est terrible, il dit, ça dévalue ma ferme, ça, il dit. Moi, je regardais ça, puis je voyais où le drain municipal entrait dans sa ferme, puis où il sortait. Puis là, je me suis mis à regarder le long de la ligne de propriété, puis j'ai pris sur moi de prendre le tir avec mon niveau, puis de prendre les élévations à l'entrée, à la sortie, puis ensuite quelques shots que j'ai pris le long de la ligne. Puis là, ça m'a donné exactement le montant de terre qu'il y aurait à excaver si je recontournais le drain municipal. Okay. Puis ça me donnait assez de terre pour remplir le vieux drain municipal sur sa ferme puis l'éliminer. Fait que je fais ça de moi-même. Puis là, ben, j'y compte ça. Mais là, si c'est un drain municipal, tu ne fais pas ce que tu veux, il faut que tu parles à la municipalité. Mais moi, j'avais une bonne relation avec la municipalité, avec le surintendant de drainage, Ron Symington. Je vais voir Ron et puis j'ai dit ça. Il dit, André, je te connais. Et il dit, va de l'avant. Il dit, en ce qui me concerne, d'abord, ça ne nous coûte rien. Si c'est lui qui paye, c'est bon. Puis il dit, moi, m'occuper de l'ingénierie. Puis l'ingénierie, c'est quelque chose là, pour un drain municipal. Ça fait que je dis ça à cœur. Il me dit, comment ça peut coûter? J'explique comment ça peut coûter. Il dit, oui. Fait qu'on a tout refait le drain municipal. On l'a changé, on a pris ce terre-là, on a rempli son cours d'eau, tout ça. Et puis, le surintendant de drainage de la municipalité s'est occupé de l'ingénierie. Ça s'est passé, ça s'est fait comme ça. Puis si ça s'est fait comme ça, c'est parce que la municipalité avait confiance en moi. Ben oui. Là, ce banquier-là vient me voir, il me dit, André, il dit, quelle banque tu vas faire? Mais je suis en fait international, je suis satisfait. Ça. Ça fait qu'il dit, c'est beau, mais si jamais tu as des problèmes, viens me voir, c'est le genre de client qu'on aime avoir. C'est beau. Ça reste de même. Avec, quand j'ai fait mon projet dans sa charge à l'automne, j'ai vu Camille, puis là, il dit, je vais avoir un bilan révisé. Bien, c'est correct. Quand il est arrivé janvier, j'ai fait faire un bilan révisé. Mais j'ai été le présenter aux 2 banquiers, pas juste en un. La Banque de Montréal m'est revenue avec des taux en bas du prime,
quand j'ai montré ça à Camille, il dit, on ne peut pas On toucher à peut ça. pas. Il dit, on ne peut pas toucher à ça. Parce que là, ils m'ont perdu. Je suis allé avec la Banque de Montréal, donc je suis toujours avec eux, puis avec Desjardins aussi. Là. Mais c'est sûr qu'ils Je étaient là pense pour moi aussi. quand j'ai eu besoin. Oui, puis je pense, tu sais, quand tu es parti sur ton histoire là, avec la quincaillerie à Castleman, c'est pas eux autres qui t'ont aidé pendant une période de temps à cause que tu n'avais pas le cash pour acheter tous les produits pour vivre une petite transition? Est-ce qu'ils t'avaient Non, pas non, donné un coup ils de m'ont pouce? supporté lorsque j'achetais des matériaux. C'est Lorsque j'ai ça, acheté des matériaux pour mon usine d'enchachage de terre, c'est Percy Racine, ça. c'est Ils m'ont ça. supporté et ont attendu jusqu'au mois de mars, mais parce qu'ils m'ont fait confiance. Puis tu vois, jusqu'à maintenant, tu nous racontes plein d'histoires où est-ce qu'en affaires, tu viens de nous dire il faut avoir des alliés, il faut avoir du monde qui nous appuie, puis c'est correct de magasiner nos banques pour Oui. avoir le meilleur service. Il faut Mais savoir il y a Oui. l'ironie de cette affaire de banque-là, c'est que le Mhm. patron de Camille, qui avait dit non, est devenu le beau-père de ma fille Nathalie. Oh, On les se liens. connaissait pas, on se connaissait pas à ce moment-là. Mhm. Son fils Yannick était à l'Université d'Ottawa, puis Nathalie était à l'Université d'Ottawa. Tu sais, mais ils se sont vus à l'université, mais c'est après qu'ils se sont rencontrés Mm. quand même. Et puis lui aussi, Ghislain ne me connaissait pas non plus. C'est correct, lui avait un travail à faire, puis il faisait son travail, c'est tout. Ben oui. On est devenus des bons amis quand même. Aïe, aïe, aïe. Et puis, tu avais dit aussi dans la conférence, quand on entreprend, tu dis, quand tu entreprends, tu bûches, tu bûches. À un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre. La porte s'ouvre des fois à l'endroit que tu t'en attends pas, ou tu t'en entends le moins. Quand ça arrive, parce que c'est ça un entrepreneur, il faut avoir des belles valeurs, tu as dit transparence, être honnête, être vrai, il faut être bien entouré, avoir des alliés, tu as parlé de la banque, tu as Oui, parlé de entouré, oui, Percy. pour commencer dans ta chambre à coucher. Ah oui, le vrai boss est dans ta chambre à coucher, ça tu me Oui, l'as mais toujours dit. oublie pas que faut être appuyé, puis tout ça. Mm, Puis moi, mon épouse a été avec moi tout le long, puis laisse-moi dire qu'il y a des bouts, c'est elle qui portait le fardeau aussi. Là. mhm. Ça ne s'est pas fait tout seul, tout ça. Ben non. Puis Hey, là, maintenant, tes filles sont là-dedans aussi là, pour la relève. On va oui. en parler dans quelques minutes, mais qu'est-ce qui arrive quand toi, tu t'es acharné, tu as créé plusieurs entreprises, puis tu as réussi, puis que des fois, tu vois une opportunité. Qu'est-ce que tu dirais à un autre entrepreneur qui voit qu'il y a deux opportunités devant lui, puis qu'il ne sait pas par où aller? Aurais-tu des conseils pour dire comment il faudrait qu'il réfléchisse pour Écoute aller son cœur, plus? qui écoute son cœur. Mhm. On a une petite voix à l'intérieur de nous, des fois, qui nous guide. Puis des fois, la petite voix nous dit de faire attention à quelque chose, ça, mais on veut tellement la voix qu'on n'écoute pas la petite voix, puis qu'on va là. Puis chaque fois qu'on fait ça, on se fait taper ses doigts. Mm. Ça fait que c'est bon d'écouter la petite voix à l'intérieur de nous. Premièrement, quand on vise un projet et qu'on fait quelque chose, oui, l'argent est important parce que c'est le véhicule qui t'amène où tu t'en vas. OK? Mm. Mais tu ne le fais pas pour l'argent. Mhm. OK? Il faut qu'il y ait autre chose de plus important pour toi, pour la personne, que l'argent. L'argent, il ne faut pas la négliger. Tu ne vas pas nulle part si tu ne l'as pas. Mm. Mais par contre, il ne faut pas travailler pour avoir l'argent. Il faut utiliser l'argent pour aller faire la différence qu'on veut faire. Mhm. Okay. L'argent peut te faire gagner ton ciel, Oui, comme elle peut te donner aussi. oui. Puis, dans toutes tes entreprises, c'est le fun parce que c'est des moyens, comme tu as dit, là, pour faire des choses, faire une différence, puis créer des emplois, puis offrir des services dans la communauté. Puis oui, avoir de l'argent au bout du compte. À chaque entreprise, ça a-tu été des coups de cœur ou il y en a une dans tout ce que tu as fait, dans tout ce que tu as démarré ou dans tout ce que tu as investi présentement, tu as vraiment un coup de cœur entrepreneurial. Tu as vraiment, tu dis, ah, celle-là, là. Admettons que je vais revenir à la flèche environnement. Oui. En 1973, je travaillais sur la construction de la 417 pour Déblai. Et puis, en même temps, je me suis donné à tomber un soir à la maison, je m'assois devant la télévision, puis je vois un documentaire sur le problème de la gestion des déchets que l'Europe avait à ce moment-là. Puis ça, ce documentaire-là est venu me chercher en me disant, mais un jour, ça va nous frapper. Mhm. J'ai commencé à m'intéresser à ce domaine-là, à regarder ce qui se faisait en Europe et tout ça. Puis ça a commencé en 1973. Tout à coup, ici, dans les années 80, tout à coup, nos municipalités étaient dans
Waste Management Master Plan. Oui, OK? oui, oui, je me Et puis rappelle. là, il y avait des réunions publiques. Moi, j'allais à ces réunions-là proposer, échanger des idées, des choses que j'avais vues dans mes recherches depuis 1973, ce qui se faisait ailleurs. Parce que ce qui se faisait en Europe, il y a des choses qui pouvaient s'appliquer ici, mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas la même démographie, qu'on n'a pas on ne consomme pas de la même façon. Fait que nos problèmes sont complètement différents. Mais il y a des choses à regarder, à prendre exemple et tout ça. C'est un peu ce que j'ai fait. Puis là, j'ai été dans des réunions, puis je présentais ça. Mm, Comme de raison, ça ne faisait pas l'affaire des consultants. mm. Parce que j'ai réalisé à ce moment-là, les consultants que les comtés ou que les municipalités engageaient, eux, c'était leur vache à lait. Ça fait qu'étirer l'étude, c'était très important pour eux. Mm. Au moment qu'il y avait la solution, leur job était fini, eux autres. Ouais. Alors, ça fait qu'alors, j'ai fait face à ça. Et puis, là, on me posait des questions, puis là, ben, je voyais que je n'avais pas nécessairement les réponses. Écoute, je ne faisais même pas partie de cette industrie-là. Fait que je me suis entouré. Et puis là, on a fait un petit voyage en 87. Il y a plusieurs représentants des Comtés unis qui sont venus visiter, voir ce qui se faisait en Hollande et puis tout ça. Moi, j'avais un projet dans lequel on pouvait faire des serres, faire un combustible avec des matériaux secs de construction et tout ça. Et puis, en fin de compte, c'était le début du projet, ça. Il a évolué dans le temps, avec le temps. Un site d'enfouissement, ça en a toujours pris. Il y en aura toujours. Même si tu incinères, tes résidus, il faut que tu les enfouisses. Puis je trouvais que l'endroit où nous étions, c'était idéal pour desservir l'Est ontarien, c'est-à-dire Ottawa, Hawkesbury, Cornwall. Tu sais, tu peux amener le cheval à l'abreuvoir, mais tu ne peux pas le forcer à boire. Exact. Oui, mais ce qui arrive, c'est que lorsque je poussais mon projet, tout à coup, j'ai eu beaucoup de support. Les municipalités voyaient que ça avait du bon sens. Les petites municipalités me supportaient. Par contre, une ville importante, Cornwall, eux avaient leur site. Ils auraient pu faire une entente avec nous puis garder leur site pour les cas d'urgence et tout ça, mais non, ils n'ont pas fait. D'ailleurs, aujourd'hui, ils commencent à chercher une solution. Ottawa a toujours voulu faire leur affaire eux autres mêmes. Puis Hawkesbury avec Maillé, c'est pareil. OK. Puis pour avoir un site comme je voulais faire, ça prend du volume pour que ce soit rentable. Parce qu'autrement, il faut que tu charges trop cher. Fait que mon premier contrat était avec la ville de Brockville puis la ville de Prescott. C'est mes premiers contrats. Ensuite, Nation, Castleman a suivi, North Glengarry, mais c'est des petits volumes. Tu sais, mais on suit. C'est juste pour dire, on avait un projet pour desservir tout l'Est ontarien pour des centaines d'années à venir. On aurait pu faire un partenariat public-privé. Soit les grosses villes, ensemble, auraient pu détenir 50% du site, puis moi, l'autre 50%. Ça aurait été un investissement de 5 millions pour eux. Puis si tu regardes 5 millions pour tout l'Est ontarien, qui comprend Ottawa, Cornwall, Hawkesbury, puis les villes, ça aurait été des... Et aujourd'hui, ils recevraient en dividendes des millions par année. Mais malgré tout, tu n'as pas baissé les bras. Malgré tout, ils n'ont pas rentré, mais moi, j'ai persévéré. Aujourd'hui, j'ai vendu à un moment donné parce que c'était le temps. Puis aujourd'hui, écoute, il rentre 700 000 tonnes de déchets par année, ce site-là. Ça vient de Toronto, de Hamilton, puis partout. Donc, tu avais été visionnaire, encore une fois. Oui, tu avais pensé à la bonne entreprise, puis tu avais créé la fondation pour que ça marche. Et ça marche encore, même depuis que tu as vendu. Mais tu as beau amener le cheval à l'abreuvoir, s'il ne veut pas boire le cheval, il n'y a rien que tu peux faire. C'est ça. Donc, la région n'a pas été aussi entrepreneur que toi d'embarquer dans une belle aventure comme ça. Ça a été un petit investissement. La municipalité de North Stormont, eux, ont vu que c'était la municipalité haute qui recevait. Je n'avais aucune obligation de le faire, mais j'ai dit ça serait juste qu'ils reçoivent quelque chose. Et puis à ce moment-là, j'avais fait une entente de leur donner 1 $ la tonne. Mais aujourd'hui, financièrement, je crois que c'est la municipalité la plus en santé de tout l'Est ontarien. Parce qu'ils reçoivent, imagine-toi, un conseil municipal d'une petite population comme ça qui reçoit un 700 000 à 800 000 par année. Hey, c'est quelque chose. C'est quelque chose. On ne crache pas là-dessus. Hein? C'est bienvenu, puis ça aide à faire plein de choses. Alors, c'est ça. En même temps, c'est un petit peu le regret que j'ai, c'est que j'ai un regret sans en avoir un. C'est que l'opportunité était là pour
toutes les villes de l'Est de l'Ontario d'embarquer dans le projet. C'est donc un beau projet, un beau site pour 300 000 tonnes par année. Tu as entendu, ceux qui ont acheté pour eux autres, l'argent rentre pas assez vite, ils sont rendus à 700 000 tonnes par année. Le site était là pour des centaines et des centaines d'années à 300 000 tonnes par année, mais là, ça va aller plus vite. Il y a une chose que tu m'as déjà dit pour un projet comme ça qui aurait pu être controversé, là, tu sais. Tu t'es fait des alliés, tu t'es fait des collaborateurs, mais je pense que tu t'es même fait ami avec tes voisins, hein, parce que si je me rappelle bien, quand le monde entendait parler du projet, il avait peur, là. Tu veux pas ça dans ta cour. C'est comique de dire ça. Je suis franco-ontarien. Oui. Okay? J'ai grandi dans Prescott Russell, dans Castleman. Oui. Prescott Russell, je l'ai chaud dans mon cœur parce que je vais te conter une petite histoire. Moi, à l'âge de 13 ans, j'ai eu des caillots au cerveau. Je me suis ramassé hospitalisé pour 4 mois. Ma mère venait juste de commencer à travailler pour les postes. Elle n'est pas, dans ce temps-là, au HIP, il fallait qu'elle aille travailler 3 mois, cotiser 3 mois avant d'être éligible. Maman n'était pas éligible. Ça fait que puis je me ramasse à l'hôpital. À ce moment-là, le maire de Castleman, c'était Gabriel Carrière. Monsieur Carrière a amené ça aux Comtés-Unis et les Comtés-Unis de Prescott Russell ont payé le bill d'hôpital. J'ai toujours eu une dette envers Prescott Russell. Puis c'est pour ça, depuis, je crois, plus de 20 ans, je pense, ça doit être proche de 20 ans, que je contribue un montant quand même assez intéressant à Valoris. Parce que pour moi, Valoris, c'est une institution dans Prescott Russell qui est extrêmement importante, qui fait beaucoup de bien, qui aide beaucoup. Et puis, c'est ma façon de repayer, c'est de donner à Valoris, je paye ma dette à ce que les comtés ont fait pour moi. Ça, je n'oublierai jamais ça. C'est quand même ironique. Par contre, il y avait des gens qui étaient inquiets sur la fait du projet. Mais je m'étais fait une réputation, je crois que je m'étais fait une réputation quand même honnête avec mes voisins. Puis il y en a beaucoup qui supportaient. Puis il y en a beaucoup qui disaient « Ah, ben ça n'arrivera pas, il fait juste rêver. » Puis tout ça. Puis ça finit par arriver pareil. Mais c'est ironique, tout ça, cette histoire-là, quand je pense à ça. Mais en même temps, c'est l'humanité. Exactement. Tu sais que tu m'avais aussi dit, puis c'était des beaux exemples que tu racontes là, c'est que le monde a une crédibilité, tu l'as bâti à travers le temps, puis tu m'as déjà dit que quand tu frappais un mur, tu changeais de chemin pour y arriver autrement. Tu avais même dit que tu ne baissais jamais les bras. Tu te rendais toujours au bout des choses que tu avais le goût de faire, surtout si ça se prouvait là, avec tes recherches qu'il y avait vraiment une opportunité, que tu écoutais toujours ta petite voix, comme tu nous as dit tout à l'heure. Puis ça, je pense que ça va donner vraiment des beaux conseils aux gens qui disent qu'ils veulent se lancer en affaires ou qui veulent faire grandir leur entreprise. Mais à un moment donné, André, on arrive à un certain âge, puis on a des enfants qui auraient peut-être le goût d'entreprendre, puis de prendre l'entreprise familiale. Puis toi, tu as planifié la succession. Non, je n'ai pas planifié. Tu n'as pas planifié, mais comment ça s'est fait? Parce que ça s'est bien fait. Pour commencer, moi, puis je crois toujours ça, je vis ma vie, j'ai ma vie, j'ai mes rêves, j'ai mes aspirations. Mes enfants ont leurs rêves, ont leurs aspirations. Si c'est de prendre une entreprise, c'est correct, mais il faut que ça vienne d'eux. Moi, je n'ai pas planifié. Ils ne peuvent pas vivre notre vie à notre place. Ils ont leur chemin à faire. Mais comment ça s'est fait? Ça s'est bien fait? Ça s'est fait comme, pour commencer, quand j'avais les sols calco et puis j'avais la flèche environnement, les deux qui fonctionnaient en même temps. Ça faisait 3 ans que la flèche environnement était en opération. Puis là, j'avais quelqu'un d'intéressé pour venir acheter Sol Calco, puis ça faisait mon affaire. Mon aînée, Nathalie, elle a grandi, elle a gradué à l'Université d'Ottawa comme infirmière, RN. Mais ça donnait qu'en 1994, c'est l'année que Harris faisait les coupures dans le système de la santé. Ça fait qu'elle n'a pas trouvé de poste. Alors, elle faisait du temps partiel là, et temps partiel chez moi. Elle est tombée en amour avec ce qu'on faisait. Et puis, ma deuxième, Josée, elle a pris son éducation comme waitress d'un truck stop. Ça bâtit l'entre-gens, ça. Exactement. Tu sais, ça fait qu'alors, quand j'ai parlé que j'avais un acheteur que je voulais vendre les sols calco, non, Dad, on veut l'avoir, nous autres. Ah oui, OK. Et là, ça m'a un petit peu déboussolé parce que je me suis dit, ouais, j'ai dit, pour l'administration, je ne suis pas inquiète. Avec Nathalie, je ne suis pas inquiète. Puis pour les ventes, avec Josée, je ne suis pas inquiète.
OK, José. Ça fait que. Mais c'était dans les opérations. Il n'y avait pas d'expérience dans le champ, puis je me suis dit, ouais, ben, je vais être encore poigné là-dedans. Mais non, en fin de compte, je leur ai vendu, puis un cousin qui embarquait avec eux autres, qui travaillait pour nous dans le champ. Mm. Et puis, c'est de même que ça a commencé. Ce que j'ai fait, écoute, si tu ne peux pas avoir confiance en tes enfants, tu as manqué ton coup. Exact. OK? Ouais. Ça fait qu'alors, ce qu'on a fait, sous les conseils d'avocats et de comptables, on a créé une nouvelle entité. Ben, une nouvelle entité. Ce qu'on a converti, on a nos avoirs, on a fait évaluer l'entreprise, on a Mhm. converti nos avoirs en actions privilégiées votantes. Mm. Et puis, ça qu'on a laissé nos avoirs là. Puis eux, à partir de 2003, ils ont commencé la croissance. Ça, c'était à eux autres. Ils ont Mhm. bâti leur croissance. Et puis, moi, puis tranquillement, ils nous ont tout payé ça. Ils ont tout payé ça. J'avais une carte de crédit, puis je suis partant en vacances ou quelque chose, c'est eux autres qui payaient ça. Mm. Puis, on a tout été remboursé de cette façon-là. Puis, nous n'avons jamais eu à voter. Mm. Hey, ça veut dire qu'il y avait un beau terreau fertile, là. Il y avait eu des bons exemples. On n'a jamais, Ouais. ça c'est une grande fierté, on n'a jamais eu à dire non, on n'a jamais eu à dire oui. Mm. Il nous parlait, il nous expliquait ce qu'il faisait, puis on les a laissés aller, puis on Mhm. en est très fiers de ça. Mais Dans- ça n'a pas été planifié, ça n'a pas été planifié en ce OK. sens que dire, ben ils vont prendre la relève, puis Non. tout. Non, non. Mm. C'est eux autres qui se sont avancés, puis qui ont dit, ben Mm. on veut l'avoir. Ouais. Et Ben, tu vois, puis, moi, quand je disais planifier, c'était plus quand des filles ont dit ça nous intéresse, ben là, vous avez on a organisé ça pour que ça consulté, oui, marche. oui. Tu sais, Oui, oui. c'était plus ça On a parce que parlé oui. à un avocat pour comptable, Mm. puis tout ça, Mhm. là, puis oui, oui, on a suivi les guides professionnels. Puis depuis Moi, tout le plusieurs temps, années. Ah oui, vas-y, une autre anecdote. j'avais un bon ami cultivateur, puis il y avait 3 enfants qui grandissaient. Puis là, je lui disais, tes enfants vont-tu prendre la relève? Oh, ils vont le vendre ça, ils vont se revirer bas, ils vont le vendre aux Suisses pour des millions, eux autres. Mm. Ben, je me dis, écoute, en fait, du compte, c'est un de ses fils le prix pareil. Là. Mhm. mais, mais je me dis, c'est une philosophie. Ils ont peur que leurs enfants fassent de l'argent et que les autres n'en fassent pas. Mm. En autant que tu as tout ce que tu veux pour finir tes jours, qu'est-ce que tu souhaites de mieux pour tes enfants? Ouais. Moi, j'ai entendu une autre histoire d'agriculteurs dans le coin aussi, qui est, tu sais, au contraire, ben non, je ne peux pas vendre à mes enfants, ils n'ont pas les moyens, mais je vais le vendre aux Suisses parce que je vais faire la. Tu sais, comme, mais ce qui est le fun dans ton histoire à toi, c'est que quand tu as fait tes devoirs, tu étais prêt à vendre, mais tu as écouté tes enfants, puis tu as écouté leur cœur, puis vous avez travaillé ensemble pour identifier la suite. Donc, c'est vraiment génial. Mais là, il y a une autre casquette, hein? Tu en as pris des casquettes dans ta vie. La casquette entrepreneur, la casquette du jeune qui a foncé, la casquette de papa, grand-papa, arrière-grand-papa. Mais tu as une casquette, on va en parler dans quelques secondes des petits-enfants, des arrières. Mais tu as la casquette de l'investisseur. Tu as choisi, toi, à un moment donné, de dire, il y a des entrepreneurs autour de moi qui ont besoin de capitaux, puis peut-être de conseils aussi. Souvent, ça vient avec des conseils. Puis comment ça se vit, cette casquette-là? Est-ce que tu le fais encore? Est-ce que d'avoir le goût d'investir ou de soutenir des projets de la région? Puis qu'est-ce qui fait que quelqu'un te convainc d'embarquer puis de les soutenir? Euh, c'est toujours la relation entre personnes. Tu Exact. rencontres quelqu'un, puis vous avez des entrepreneurs dans Presque ça, 2 jeunes là, que j'admire beaucoup, que j'investirais dans eux, mais ils ne sont pas prêts à payer ce que ça vaut. Mais ça, ils n'ont peut-être même pas besoin de moi. Là, tu sais. Mhm. Je vais te les nommer. Oh, je ne sais pas, on enregistre là. Ah, C'est-tu que... OK. En tout cas, il y a 2 jeunes à qui il faut que tu parles. Il y en a d'autres que OK. je ne peux pas voir aller. Quand on arrêtera l'enregistrement, on s'en reparle. Je Oui, oui. l'écris là, je veux que tu me dises ça. Ici, à Cornwall, il y a un contracteur qui vient me voir une fois. Je vais vous donner un exemple. Il vient me voir, puis il cherchait un demi-million. OK. Ça fait que moi, je ne le connaissais pas. Ça fait qu'alors là, je vérifie avec des amis que j'ai dans Prescott Russell. Le gars a déjà été à Ottawa, puis tout ça. Mais il avait fait une faillite à Ottawa. Puis mes amis me disaient, touche pas à ça, puis c'est ci, puis c'est ça, puis tout ça. Puis en tout cas, OK. Ça fait que moi, je le refuse. Là, j'ai dit, écoute, je ne suis pas en cas. Il vient me revoir 2 mois plus tard. Puis là, il me nomme un gars dans lequel il avait fait affaire avec à Ottawa. Mhm. Et puis, ce gars-là, ça donne être un ami à moi.
Fait que j'ai dit: «Laisse-moi ça entre les mains, là». J'ai dit: «Je vais appeler mon chum, là». Puis il dit: «C'est un de mes chums aussi, j'ai fait affaire avec lui». Laisse-moi ça entre les mains. Mmh. Ça fait que j'appelle mon chum. Ah, il dit: «Oui», il dit: «André», il dit: «Moi, j'y ai prêté», il dit: «Souvent». Puis il dit: «Une fois même, j'avais l'hypothèque sur la maison, puis il a tout perdu, puis il est venu me donner les clés de sa maison». J'ai dit: «Écoute», il dit: «Je ne la veux pas de ta maison». J'ai redonné les clés. J'ai dit: «Je veux juste mon argent avec le temps. Si tu n'es pas capable de me payer tout de suite, arrange-toi pour me payer les intérêts, puis je vais être patient». Et il dit: «J'ai jamais perdu une scène, j'ai été tout payé». Puis ça. Ben, j'ai dit: «Là», j'ai dit: «Il y a besoin d'un demi-million. Et puis, t'embarqueras-tu avec moi?» Il dit: «Oui». Il dit: «J'embarquerai avec toi». Ça fait que j'embarquais, Maurice, un de mes amis, là, et moi, on embarque, puis on prête à ce gars-là un demi-million. Tu devrais voir les belles choses qu'il fait. On Mmh. a tout été remboursé. On a tout été remboursé. On a eu nos intérêts, on a été remboursés. Puis là, tu devrais voir les beaux projets qu'il y a à Cornwall. Pas Mmh. croyable. Tu sais, des fois, quelqu'un s'en fâche, quelqu'un tombe. Mais ça prend du courage de se relever. Puis celui-là, c'en est un qui s'est relevé Mmh. et qui fait des C'est belles choses. et puis, quand on parle de se relever, merci beaucoup pour cette histoire-là, mais juste avant l'entrevue, toi puis moi, on parlait de comment la pandémie, il y en a qui voient ça comme l'horreur du siècle, puis il y en a d'autres qui voient ça comme, c'est rough and tough pour nos entreprises, puis il y en a d'autres qui voient ça de façon positive, puis toi, tu me disais que tu voyais ça de façon positive. Peux-tu nous l'expliquer? Ça nous a ramené à l'essentiel, à ce qui était plus important dans la vie. OK? Ça a mis les breaks, là, parce qu'on menait des vies de fous, ça n'avait pas d'allure, tout allait trop vite. Puis à part de ça, les virus, là, ça a toujours fait partie. C'est la nature, c'est un outil de la nature pour contrôler les surpopulations. On n'est pas surpopulé un petit peu, l'humanité. Mmh. On repousse toutes les autres espèces, on prend le territoire, puis tout ça, puis on prend toute la place. C'est que la nature est en train de nous mettre à notre place. Ça, c'est le premier virus, puis il va en venir d'autres. Aussi, on nous disait quand, dans plus jeune, dans la nature, c'est le survival of the fittest, qu'on dit en anglais, en français, comment est-ce qu'on appellerait ça encore? Mmh. La survie du C'est fœtus? Non? of the fittest, celui qui est plus fort. Ah, Le le gars qui est plus la fort dans survie, la, c'est ouais, ça. la nature, tu sais. OK. Et puis ça, ça a toujours été dans la vie, ça. Aujourd'hui, ben, comme de raison, avec tout ce qu'on a mis en place, ça a du bon, ça a du moins bon. Mmh. Par exemple, le système de santé n'était pas ce qu'il est aujourd'hui quand j'étais jeune. Quand j'ai Ouais. eu mes caillots de sang au cerveau, puis je t'ai dit que les comtés génies ont payé le bill d'hôpital, le médecin qui m'opérait, c'est Dr. Eric Peterson, à la vieille hôpital général à Ottawa, avec le Mmh. Dr. Gilhooly. En tout cas, je me Mmh. souviendrai. Quand j'ai sorti de l'hôpital, on avait rendez-vous chez le médecin à son bureau privé en ville. On est allé chez le médecin, ma mère et moi. Puis ma mère lui a demandé si elle ne pouvait pas le payer par paiement parce qu'on n'avait pas les moyens de le payer comme ça. Oh, Madame Laflèche, je lui ai dit: arrange ça avec ma secrétaire, c'est elle qui s'occupe de ça. OK. Quand on est passé voir la secrétaire, parce que le bureau de la secrétaire était dans la salle d'attente, il y avait d'autres personnes. Ça fait que maman lui demande si elle ne peut pas payer par paiement. Oh, elle dit: Madame Laflèche, comment pouvez-vous me donner aujourd'hui? Maman m'a dit: je peux vous donner 5 aujourd'hui, puis 5 par mois. Hey, imagine-toi. Mmh. Fait que la secrétaire dit: c'est beau, je vais vous donner un reçu pour votre 5 mais attendez de recevoir les papiers, je vais tout vous faire parvenir ça par la poste, puis vous commencerez à payer à ce moment-là. On n'a jamais rien reçu. Oh wow! Ça fait que moi, à l'âge de 16 ans, quand j'ai commencé à travailler à la fromagerie à Castlemaine, je suis passé voir Dr. Peterson. Il était content de me voir, mais c'est un grand homme au visage sérieux. Mmh. Puis j'ai dit: j'ai commencé à travailler et puis j'ai jamais eu votre facture. Il m'a regardé d'un air sérieux et il me dit: You don't owe me anything except someday you do the same for somebody else. Mmh. La générosité. Non, mais le système a tué ça. Ouais, ouais. Malgré que le système est utile, il a tué ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on met tout dans les mains de fonctionnaires. On a mis nos Mmh. vieux dans les mains du gouvernement. On a Mmh. mis notre santé dans les mains du gouvernement. On met tout dans les mains du gouvernement. On se déresponsabilise au maximum. Nos enfants sont élevés dans les garderies. C'est ça. Comment est-ce Ouais. qu'on passe les valeurs aujourd'hui? Tu Mmh. sais, ce que je veux dire, c'est qu'on se sait des responsabilités en tant que société beaucoup. Ça ne peut pas continuer.
Mhm. Tu m'as même dit aussi tantôt, tu me faisais rappeler, parce que je me rappelle ma grand-mère qui me racontait ça quand j'étais toute petite. Tu sais, on crie, puis on braille, par rapport à la pandémie, puis on trouve ça horrible. On dit qu'on est la communauté qui a souffert le plus, mais hey, il y en a qui ont vécu la guerre, qui ont vécu d'autres pandémies avant, puis ont survécu. On va Puis voir en tu me, Afrique, ben oui, puis, mais non, mais tu me parlais même de ta mère ou de ta grand-mère ma qui, malgré grand-mère. tout ça, elle a eu une grosse famille. Il y en a la moitié qui ont été décimés, qui sont décédés, mais vous êtes là aujourd'hui parce que la communauté était résiliente. Puis, Puis ma grand-mère était forte, puis j'ai jamais entendu ma grand-mère se plaindre. Puis elle est morte à 94 ans. mm, Puis je ne l'ai jamais entendu se plaindre. ouais. Puis on demeurait juste au-dessus, là, nous. Là. J'étais souvent en bas là. Oui, oui, oui. Ah oui, j'allais la voir, puis là, elle me parlait de mon grand-père. Puis elle se trompait des fois, elle disait ton père. C'était mon grand-père. Ouais. Mais aux entrepreneurs aujourd'hui qui ont eu à fermer leurs portes, peut-être même très longtemps, ils étaient peut-être même sur le bord. Il y en a qui ont eu à fermer leurs portes point pour toujours. Il y en a d'autres qui vont pouvoir vivre la relance. C'est quoi le conseil que tu pourrais leur donner pour avoir confiance dans Il y cette en a relance-là? plein, il y en a plein d'entrepreneurs qui ont eu des jambettes dans le vie, puis ils se sont relevés. Exact. Puis ils vont se relever plus riches encore parce que ce qu'ils ont appris de cette pandémie-là va leur donner des forces. Ils vont se relever encore plus solides puis plus riches. Ceux qui ont le courage de se relever, là. Ça prend quand Mhm. même du courage, c'est pas facile. Là. Mm. Il y en a eu bien des gens qui ont tout perdu puis qui se sont pris en main puis qui ont tout rebâti aussi. La famille La Flèche a décidé de créer une fondation La Flèche. Ça vient d'où cette idée-là? Puis qu'est-ce que vous avez le goût de faire avec une fondation comme ça? Puis qu'est-ce que vous faites depuis plusieurs années déjà? Moi, le but de créer une fondation, c'était pour introduire mes enfants, mes petits-enfants, puis mes arrière-petits-enfants à la philanthropie. Et puis, on était toujours sollicités d'un bord puis de l'autre, mais puis alors, cette fondation-là, c'est elle qui s'occupe de ça. Moi, j'ai un certain projet qui me tient à cœur. Alors, ça, c'est mon don à tous les ans à travers la Fondation. Mes enfants ont tous des projets qui leur tiennent à cœur. Et puis alors, eux autres aussi, puis même Claudette, mon épouse. Claudette, elle, c'est les déjeuners à l'école de Mouskeric pour les petits-enfants, pour les enfants de l'école de Mouskeric. Ça c'est Mhm. le bébé de Claudette. José, c'est autre chose. Nathalie, c'est autre chose. Ils ont tous des choses qui leur est propre. Puis là, les petits-enfants commencent aussi à avoir des choses. Et puis alors, il faut qu'on donne tant d'argent par année, puis on distribue ça comme ça. Moi, c'est l'hôpital de Cornwall. Mhm. Mhm. OK? Celle-là, même que mon épouse a été hospitalisée là, puis moi aussi, j'ai été hospitalisé là pour un petit affaire, puis laisse-moi dire que j'ai été épaté des soins. On n'a rien à envier aux grandes villes, du tout, du tout, du tout. Mhm. De la qualité, puis tout ça. Ça fait que ça c'est mon bébé. Puis Valoris, c'est mes deux. Mhm. Puis mes enfants ont chacun leur, et puis moi. C'est une façon de les introduire. C'est pour ça que j'ai créé la fondation, pour les Mhm. introduire à la philanthropie et à l'importance de ça. Super. Puis la dernière casquette, en passant, en tous les deux, on est impliqués à Valoris. Moi, je suis impliquée je suis en train de les aider à créer des coops d'habitation pour les personnes qui ont des déficiences intellectuelles parce que le problème du logement, il existe là Ouais. aussi, mais c'est le fun de voir que même là-dessus, on ne savait pas, mais qu'on se retrouve. Euh, la dernière question, t'es mari, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, cousin, mononcle, euh, partenaire en affaires, investisseur, entrepreneur, retraité, un gars qui aime faire du bateau, tu es un gars qui est passionné. Qu'est-ce que tu penses il va arriver dans les prochaines années? Quand tu penses à tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, qu'est-ce que tu souhaites pour les 10, 15 prochaines années devant nous? Moi, je souhaite tout simplement qu'ils soient heureux. OK? C'est important de leur passer les vraies valeurs. Tu sais, durant la Grande Dépression, c'était pas facile, mais beaucoup de gens avaient le sourire quand même. Mhm. OK? Les gens se. Alors, il arrivera ce qui arrivera. Lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, laisse-moi dire, je pense que nous sommes la génération qui a été la plus choyée. Mais dans le même temps, c'est un gros challenge parce que si les vraies valeurs ne sont pas transmises, on devient très, très vulnérable. Mhm. Moi, lorsque je vois, je ne dis pas que c'était correct, là, mais quand j'allais à l'école,
si je mangeais du martinet, j'arrivais chez moi, si je disais ça chez moi, j'en avais d'autres. OK? Si un professeur me chicanait, si j'arrivais chez moi, je disais, le professeur me chicanait aujourd'hui, il me faisait chicaner encore. Aujourd'hui, quand je vois les parents se lever debout, puis aller dans les écoles, puis chicaner les professeurs, puis tout ça, je vois autre chose en même temps. Les enfants, quand on est jeune, on a des petits problèmes qui sont gros pour nous à ce moment-là, mais qui sont petits en réalité. Ouais. Et puis, si on a besoin de nos parents pour les régler à notre place, alors là, on ne réalise pas en tant que parent qu'on est en train d'affaiblir nos enfants. Parce qu'il va venir un jour que tu ne pourras plus les régler les problèmes des enfants, puis ces enfants-là n'auront pas bâti la carapace pour y faire face. Et puis, ils vont s'écrouler. Moi, il y avait des gars, la première année, aller jusqu'à 8e année, ils me venaient à couper dans le cul chez nous tous les soirs après l'école. Puis la raison pourquoi que je ne me défendais pas, c'est que je ne voulais pas faire mal à personne. Puis là, mon père me chicanait, puis il me disait, défends-toi, t'es gros, t'es fort, t'es capable. Puis la journée que tu vas te défendre, ils vont te laisser tranquille. Ça fait que j'étais rendu en 8e année, j'arrive chez moi en course, la paix barre la porte du bureau de poste, parce que le bureau de poste, c'était chez nous. Dans le vide, il me fait signe, défends-toi. Je suis pris la rage, je suis venu choquer. Il y en avait 5, je les ai battus, tous les 5. Ça a été fini. Ils ne m'ont jamais refait de rien, ils ne m'ont jamais réchalé, puis je ne me suis jamais laissé pousser depuis ce temps-là. OK? Mais il a fallu que mon père me dise, défends-toi. Il ne s'en est pas mêlé. Défends-toi. C'est un peu ça. Nos enfants, il faut les aimer, il faut les appuyer, il faut les supporter, mais il faut les laisser se démerder. Bien, sur ce, André, je sais que tu as un horaire très chargé. Je te remercie pour cette entrevue. C'était des belles retrouvailles. Puis on se dit à la